Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête médicale pour décortiquer une maladie rénale assez complexe. On va la traiter comme une véritable affaire, le cas de la glomérulopathie extramembraneuse. Allez, c'est parti, on ouvre le dossier. Alors, tout part d'une question assez déroutante. Que se passerait-il si le propre système de défense d'un organisme se mettait à attaquer ses propres filtres vitaux? C'est vraiment ça le cœur du mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. On parle d'une maladie auto-immune, un cas où le corps, il devient son propre adversaire. Bon, comme dans toute enquête, on commence par les premiers indices. Ces fameux symptômes un peu mystérieux qui sonnent l'alarme et qui nous disent que, attention, quelque chose ne va pas du côté des reins. Alors ces premiers indices, ils ne débarquent pas d'un coup. C'est souvent progressif, on parle d'œdème, en gros des gonflements, et d'une prise de poids qui sort un peu de nulle part. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des signes plus discrets, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Un peu de sang dans les urines, une tension qui grimpe, et une fonction rénale qui, petit à petit, commence à faiblir. Tout ça, ça porte un nom, le syndrome néphrotique impur. C'est vraiment notre point de départ. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe, il faut aller sur la scène du crime, si on peut dire. Et cette scène, elle est microscopique. On va plonger au cœur des unités de filtration du rein, parce que c'est vraiment là que tout se passe. Et cette fameuse scène du crime, la voilà, c'est le glomérule. Il faut voir ça comme un filtre, mais un filtre hyper sophistiqué du rein, dont le job est de nettoyer le sang en permanence. Et c'est précisément là, à cet endroit clé, que les dégâts ont lieu. Ok, il est temps de mettre un nom officiel sur ce suspect. On parle de la glomérulopathie extramembraneuse, ou GEM pour faire plus court. Je sais, le nom a l'air un peu barbare, mais en fait, il est très logique. Glomérulopathie, ça veut dire maladie du glomérule. Et extramembraneuse, ça signifie simplement qu'il y a des dépôts qui se forment à l'extérieur de la membrane de filtration. C'est aussi simple que ça finalement. Là, on passe à l'analyse des preuves, l'étape cruciale. Et la pièce à conviction principale, c'est la biopsie rénale. Elle nous donne deux infos capitales. D'abord, au microscope optique, on voit que la paroi de la membrane est plus épaisse que la normale, mais, point important, sans prolifération de cellules. Ensuite, avec une autre technique, l'immunofluorescence, là la preuve est irréfutable. On voit clairement des dépôts granuleux d'anticorps, les fameux IgG et de C3. Le dossier commence à être solide. Alors, avec toutes ces preuves sur la table, un suspect principal se dégage très nettement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est une affaire interne. L'attaque est orchestrée de l'intérieur par le système immunitaire lui-même. Et ce suspect, il n'est pas responsable de 1 ou 2 cas. Non. Il est derrière 85% des affaires. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle la GEM primitive. C'est, de loin, la forme la plus fréquente. Et ce grand coupable, ce cerveau de l'opération, on peut enfin le nommer. Ce sont les anticorps anti-PLA2R. Pour faire simple, ce sont des auto-anticorps, des sortes d'agents de notre propre système immunitaire qui sont devenus incontrôlables. Leur mission déraille et ils se mettent à cibler une protéine parfaitement saine sur les podocytes, ces cellules qui forment le filtre du rein. Mais alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Quel est leur mode opératoire? C'est assez simple, en 3 étapes. Primo, ils ciblent la fameuse protéine sur les podocytes. Secondo, en se fixant dessus, ils forment ce qu'on appelle des complexes immuns, qui commencent à s'entasser sur la membrane. Et tertio, cette accumulation, ça crée une pagaille, une inflammation qui abîme le filtre. Résultat, le filtre devient une vraie passoire et il laisse filer des protéines importantes dans les urines. Bon, on a identifié le coupable principal. Mais l'enquête n'est pas tout à fait terminée. Parce que parfois, il n'agit pas seul. Il a des complices. En d'autres termes, il arrive que la maladie soit en fait déclenchée par un autre problème, une autre condition qui se cachait en arrière-plan. Et ce graphique le montre très bien. Dans l'écrasante majorité des cas, 85%, le coupable agit en solo. On est sur une GEM primitive. Mais pour les 15% qui restent, on trouve des complices. Et là, on parle de GEM secondaire. Mais alors, qui sont ces fameux complices? La liste est assez variée. Ça peut être des cancers, notamment poumons ou côlon. Ça peut être d'autres maladies auto-immunes, comme le lupus ou le syndrome de Sjögren. Parfois, ce sont des infections type hépatite B ou C. Et ça peut même être des médicaments, comme les anti-inflammatoires. D'ailleurs, il y a un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. J'aime les clitoses pour cancer, lupus, infection, toxique et Sjögren. Malin, non? Ok, l'enquête a bien avancé. On a identifié le coupable et ses éventuels complices. Maintenant, il faut passer à l'action. C'est le moment de parler du plan d'intervention. Concrètement, comment on gère la situation? Quel est le traitement? Alors là, c'est une règle d'or. S'il y a un complice dans l'histoire, c'est lui qu'on vise en premier. C'est logique. Pour les GEM secondaires, la priorité absolue, c'est de traiter la cause initiale. Que ce soit un cancer, une infection, peu importe. On s'attaque à la racine du problème.
Pour les cas où le coupable agit seul, les formes primitives, la stratégie est plus patiente. Ça se joue sur la durée. D'abord, pendant les 6 premiers mois, on est en mode surveillance et protection. On contrôle la tension, on essaie de limiter la fuite de protéines, bref, on protège les reins au maximum. Au bout de 6 mois, on fait le point. Si ça ne s'est pas amélioré ou si ça s'est aggravé, là, on change de braquet. On passe à un traitement immunosuppresseur pour en quelque sorte dire au système immunitaire de se calmer et d'arrêter de produire ses anticorps. On arrive au dernier chapitre de notre dossier. La grande question maintenant, c'est quel est l'avenir? Comment ça évolue sur le long terme? En clair, quel est le pronostic? Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas un seul scénario, mais plusieurs. L'évolution peut être très différente d'une personne à l'autre. En gros, on peut schématiser ça en 3 quarts. Il y a environ 1/4 des cas qui vont vers une rémission complète, c'est la meilleure issue. La moitié arrive à une rémission partielle, c'est-à-dire qu'on arrive à bien contrôler les choses. Et puis il y a le dernier quart qui, malheureusement, va progresser lentement vers une insuffisance rénale. Bien sûr, il y a des signaux d'alerte, des facteurs qui peuvent indiquer un pronostic un peu plus compliqué. Par exemple, une fuite de protéines vraiment massive qui persiste au-delà de 6 mois. Ou alors une fonction rénale qui est déjà bien abîmée dès le départ. Et enfin, un taux sanguin très très élevé de ces fameux anticorps anti-PLA2R. Ces 3 éléments, ce sont un peu des drapeaux rouges. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus philosophique pour conclure. Quand le coupable vient de l'intérieur, quand c'est le corps qui se retourne contre lui-même, est-ce qu'on peut vraiment résoudre l'affaire? Ou est-ce que le véritable enjeu, c'est plutôt d'apprendre à gérer ce désordre interne sur le long terme? C'est une question qui, au fond, résume tout le défi des maladies auto-immunes.